Aujourd'hui, tout conspire à te fragmenter. Tes pensées sont sollicitées à chaque instant. Une notification ici, un algorithme là. Ton attention est devenue une monnaie d'échange et ton identité une marchandise parmi d'autres. Ce n'est plus toi qui gères ton temps, c'est le temps qui te gère. Tu te lèves souvent pour répondre à des impératifs extérieurs et tu oublies peu à peu de quoi ton intériorité est faite. La modernité, vantée pour sa vitesse et son efficacité, t'enferme paradoxalement dans une course contre toi-même. Une fuite en avant où la contemplation est vue comme une perte de temps, où la lenteur est suspecte et où le silence est devenu presque gênant. Tu dois être visible, réactif, performant, tout le temps. Mais à force de répondre aux stimuli du monde, tu cesses de répondre à la seule question essentielle. Qui suis-je ? La philosophie antique avait déjà vu venir ce piège. Socrate, au 5e siècle avant notre ère, arpentait les rues d'Athènes pour confronter ses concitoyens à leur propre ignorance. Son message, connais-toi toi-même. Car l'homme qui vit sans se connaître est un étranger dans sa propre vie. Mais aujourd'hui, connais-tu seulement le son de ta voix, quand elle ne cherche pas à plaire ? Connais-tu le poids de tes idées, quand elles ne sont pas dictées par le fil d'actualité ? Connais-tu encore le goût du réel, celui que la surinformation a dilué sous 1000 opinions contradictoires ? Il ne s'agit plus seulement de se perdre au sens poétique, il s'agit de devenir l'ombre de soi-même, une copie de copie, modelée par les attentes extérieures. Un masque social qui finit par coller au visage, au point qu'on ne sait plus où il s'arrête. Alors la question devient urgente. Comment ne pas se perdre dans un monde qui veut nous noyer ? C'est une question de survie spirituelle, d'intégrité intérieure, de lucidité. Et pour y répondre, il faudra convoquer les anciens, mais aussi regarder en face les nouvelles chaînes de notre époque, l'hyperconnexion, le vide existentiel et la standardisation des êtres. Se perdre soi, c'est une expérience silencieuse. Ce n'est pas une crise spectaculaire. Ce n'est pas un effondrement visible. C'est une usure progressive, presque imperceptible, qui commence le jour où tu cesses d'habiter ton propre centre. Perdre son centre, c'est vivre selon les injonctions extérieures. C'est se mouler dans ce que l'époque attend de toi, sans plus interroger ce que toi, tu veux vraiment. C'est dire oui à tout, sauf à soi. C'est s'agiter, produire, parler, poster, répondre, mais en étant absent intérieurement. Tu es là, mais décentré. Tu fonctionnes, mais tu ne vibres plus. Tu es un mouvement, mais sans direction propre. Et attention, il ne s'agit pas ici de rejeter tout changement. Changer, c'est évoluer, s'adapter, apprendre. C'est sain, naturel, parfois même nécessaire. Mais se perdre, c'est changer sans conscience. C'est abandonner ce qui te constituait pour adopter des formes vides qui plaisent à l'extérieur mais sonnent faux en dedans. L'évolution n'implique pas l'oubli de soi, le reniement aussi. Cette distinction, Kierkegaard l'a formulée mieux que quiconque. Le philosophe danois parle d'un mal existentiel. Le désespoir d'être autre que soi est une forme fondamentale du désespoir humain. Il ne s'agit pas simplement de ne pas atteindre ses objectifs, mais plutôt d'un désespoir lié à l'incapacité de l'individu à être authentiquement lui-même, à réaliser son propre soi. Ce désespoir prend racine dans la conscience de la liberté humaine et de la possibilité de choisir, mais aussi dans la difficulté à assumer cette liberté et à se définir soi-même de manière authentique. C'est une souffrance sourde qui naît lorsque l'on trahit son essence, quand on vit dans le costume d'un autre, quand on se regarde dans le miroir et qu'on ne se reconnaît plus, non pas à cause du visage, mais à cause du vide derrière les yeux. C'est ce désespoir que Chihiro ressent dans le voyage de Chihiro. Lorsqu'elle entre dans l'univers enchanté et aliénant de Yubaba, pour travailler, elle doit lui remettre son nom et devient Sen. Et dans ce monde étrange, l'oubli de son nom équivaut à l'effacement de son identité. Tu n'as plus de racines, tu n'as plus d'histoire, tu n'es plus qu'un rouage. Miyazaki, dans ce conte initiatique, nous dit quelque chose de fondamental. Celui qui oublie qui il est devient un outil, une fonction, une machine. Et ce monde moderne, saturé de bruit, de données,
de vitesse est un monde où les yubaba ne manquent pas. Les entreprises veulent ton attention, les réseaux sociaux veulent ta dopamine, les idéologies veulent ton indignation. Et peu à peu, si tu n'y prends pas garde, on te vole ton nom. Tu deviens un pseudo, un profil, un segment de marché. Tu crois être libre, mais tu suis ce que l'algorithme t'a servi. C'est ce que Heidegger appelait la chute dans le « on ». On pense, on dit, on agit, on vit comme on vit. Mais où est le jeu dans tout cela? Où est l'être singulier, l'intime, l'indivisible? Ce glissement vers une vie impersonnelle, fonctionnelle, reproductible, c'est ça, se perdre soi. Tu continues à exister, mais ce n'est plus vraiment toi qui vis. Et si tu veux comprendre la profondeur de ce drame, relis Blaise Pascal. Il écrit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. » Ce que Pascal dit, c'est que le bruit du monde nous empêche de faire face à nous-mêmes. Alors on fuit, dans les distractions, les tâches, les stimulations. Mais cette fuite, c'est le premier pas vers la perte. Car celui qui ne sait plus s'asseoir seul sans artifice face à lui-même ne peut pas savoir qui il est. Et c'est ainsi qu'on glisse, petit à petit, subtilement, tragiquement. On parle comme les autres, on pense selon les tendances, on like ce qui est déjà liké, on se conforme à ce qui rassure. Et ce mimétisme, René Girard l'avait pressenti. Nous désirons ce que les autres désirent, non par choix, mais par contagion. Nous voulons être regardés, approuvés, aimés, au point d'oublier qui nous sommes quand personne ne regarde. Se perdre, ce n'est pas mourir, c'est vivre une vie qui n'est pas la sienne. Le monde moderne ne se contente pas de t'occuper. Il te disperse. Et cette dispersion n'est pas une coïncidence, elle est structurelle, systémique et dans une certaine mesure programmée. L'hyperconnexion est peut-être le phénomène le plus emblématique de notre époque. Nous avons toujours un écran à portée de doigt, une notification prête à surgir, un flux d'informations en attente. Et cette connectivité constante qu'on présente comme un progrès est aussi un piège redoutable. Elle empêche le retour à soi. La psychologie contemporaine parle d'évitement de soi. Quand tu es anxieux, mal à l'aise, vide, le réflexe n'est plus de t'arrêter de comprendre, de ressentir. C'est de scroller, de passer à autre chose, de t'abrutir dans le bruit. L'écran devient ta miroir noir. Il reflète ce que tu veux fuir, pas ce que tu veux devenir. La neuropsychologie montre aujourd'hui que chaque interruption numérique, chaque changement de tâche altère ta concentration, mais surtout ton intégrité cognitive. Tu n'es plus tout à fait présent, tu es morcelé. Jamais l'humanité n'a eu accès à autant de données, mais cette infobésité, cette surcharge d'informations permanente produit un paradoxe. Plus on est exposé à l'information, moins on a de temps pour la digérer. On sait tout de suite. Mais on ne comprend rien en profondeur. Et sans profondeur, il n'y a pas de pensée. Ce que tu crois savoir, tu le répètes. Ce que tu comprends, tu le construis. La pensée lente, méditative, dialectique est remplacée par des punchlines, des tweets, des vidéos courtes. Mais comment demeurer en repos dans une chambre, quand chaque objet connecté est une invitation ou dehors, au flux, au déracinement de soi? La modernité valorise la vitesse, l'efficacité, l'instantanéité. La lenteur est suspecte, le silence est gênant. L'ennui est un ennemi à abattre. Et pourtant, c'est dans la lenteur que naît l'attention, la sensibilité, la lucidité. Simone Weil, philosophe et mystique du XXe siècle, l'avait bien vu. L'attention véritable est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Mais cette attention-là, profonde, silencieuse, tournée vers l'intérieur, le monde moderne l'assassine à coups de sollicitations, d'interruptions, de sollicitude artificielle. L'attention est fragmentée, dispersée, monétisée. Jean-Jacques Rousseau, dans son discours sur l'origine de l'inégalité, fait une distinction essentielle. L'amour de soi, naturel, sain, enraciné dans la survie et la dignité,
Et puis l'amour-propre, né de la comparaison sociale, de la rivalité, du besoin d'être vu et approuvé. Aujourd'hui, tout est construit pour stimuler ton amour-propre. Les réseaux sociaux sont des théâtres de mise en scène permanente. Ce mécanisme t'éloigne de toi, tu te façonnes pour plaire, pour être validé, et non pour être vrai. À cette aliénation antérieure s'ajoute une rupture extérieure. L'humain moderne est déraciné. Déraciné de la nature, il vit dans des espaces artificiels, climatisés et numérisés. Déraciné de la communauté, les anciens cercles de solidarité, familles élargies, villages, voisinage, s'effondrent. Déraciné du sacré, la spiritualité est remplacée par la distraction. Mais un arbre sans racines finit par tomber. Et l'humain, sans ancrage, devient vulnérable. Il adopte n'importe quelle idéologie, se laisse happer par n'importe quelle cause, s'accroche à n'importe quelle identité de remplacement. Toutes ces forces, la distraction, la comparaison, l'hyperconnexion, ne sont pas neutres. Elles sont exploitées, organisées, industrialisées. Bienvenue dans l'ère du capitalisme cognitif. Dans ce modèle économique, l'attention est devenue une ressource. Ton temps de cerveau, ta réactivité, ton comportement numérique, tout cela est profilé, capté, vendu. Et ce qui est encore plus grave, ton identité devient elle-même une donnée. Tu es cerné, ciblé, optimisé. Tu n'es plus un sujet, tu es un produit. Et comme tout produit, tu deviens périssable. Dans cette configuration, tu existes dans le regard de l'autre, mais pas dans ton propre regard. Tu connais tout du monde, mais plus rien de toi. Tu es engagé partout, mais enraciné nulle part. Tu es informé, mais désorienté. Tu es rempli, mais absent. Et c'est cela le vrai danger. Être si exposé au monde qu'on en devient invisible à soi-même. Après s'être perdu dans le flux du monde, il n'y a pas d'autre issue que de faire demi-tour. Mais pas un demi-tour physique, un demi-tour intérieur. Il faut apprendre à se regarder en face, dans le silence, dans la nudité de la conscience. Ce que le vacarme du monde te vole, ce n'est pas seulement ton temps, c'est ta capacité à te rencontrer toi-même. C'est ici qu'intervient la plus ancienne sagesse de l'humanité. Connais-toi toi-même. Cette maxime gravée au fronton du temple de Delphes est reprise par Socrate comme fondement de toute philosophie authentique. Pour Socrate, l'examen de soi est la seule manière de vivre avec dignité. Ne pas interroger sa vie, c'est la subir. C'est avancer dans l'ombre comme un fantôme dans sa propre existence. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue, disait-il. Pas pour être parfait, pas pour être moralement irréprochable, mais pour être vrai. Dans ces dialogues, Socrate ne donne jamais de réponse toute faite. Il pose des questions. Il pousse son interlocuteur à se déplier intérieurement. Il invite à une démarche radicale, penser par soi-même, ressentir par soi-même, choisir par soi-même. Mais dans un monde qui nous pousse à répéter, à réagir, à imiter cette démarche est presque révolutionnaire. Tu n'as pas besoin d'un monastère, ni d'un ermitage. Tu as besoin d'un espace intérieur inviolable, que le monde ne traverse pas. Le journal intime n'est pas un exercice enfantin. C'est un outil de lucidité. Écrire ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu redoutes, sans filtre, te permet de faire de la place à l'intérieur. Tu déposes ce que tu portes, tu mets des mots sur l'indicible, et dans ce geste simple, tu te reconnectes. La méditation n'est pas une fuite du réel, c'est un retour au réel. Non pas le réel social ou médiatique, mais le réel intérieur. Ta respiration, tes tensions, tes pensées errantes. Tu n'as rien à réussir, tu as juste à être là, sans juger, sans fuir. Et peu à peu, tu redeviens le témoin de ta propre vie. Et puis, cultive la solitude. Il ne s'agit pas d'isolement, mais de retrait actif. Un moment, chaque jour, où tu n'es ni en train de répondre, ni de performer, ni de divertir. Juste être avec toi. Loin du téléphone, loin du bruit, loin du regard extérieur. Dans une époque où tout est ouvert, partagé, exposé, tu as le droit de créer un lien. Tu as le droit de créer un lieu qui t'appartient. Un lieu que personne ne commente.
à un lieu où tu n'as pas besoin de plaire, de prouver, de produire, à un lieu où le monde n'entre pas. C'est là, dans ce sanctuaire invisible, que tu commences à te retrouver. C'est là que naît la voix intérieure, celle qui n'a pas besoin de validation. Et peut-être qu'un jour, peut-être, comme Chihiro, tu te rappelleras ton vrai nom, celui qu'aucun algorithme ne peut te voler. L'un des paradoxes du monde moderne, c'est cette incapacité croissante à écouter vraiment. Écouter n'est plus qu'un passage obligé, un geste superficiel. Nous sommes prêts à entendre pour mieux réagir, pour mieux argumenter, pour mieux nous apposer. Mais écouter, dans son essence profonde, c'est d'abord entendre sans préparer de réponse. C'est se faire l'espace d'accueil de ce qui vient, sans jugement, sans hâte. C'est laisser ce qui est dit résonner en soi, parfois en silence, parfois en question, et parfois ne rien faire d'autre que ce simple acte d'accueil. Cette capacité à écouter sans répondre est un art que l'on retrouve dans les traditions spirituelles et philosophiques les plus anciennes. Le bouddhisme, par exemple, enseigne que l'écoute pleine et entière est une forme de méditation, une ouverture à la réalité telle qu'elle est. Dans notre société d'action, le non-faire est presque sacrilège, et c'est dans le non-faire, dans l'arrêt volontaire de l'agitation que se révèle la profondeur du soi. Laisser venir les pensées sans les poursuivre, laisser descendre les émotions sans les combattre, laisser simplement être. Le taoïsme, avec sa célèbre maxime du Wu-wei, littéralement non agir ou agir sans forcer, nous enseigne que le véritable pouvoir vient souvent de cette capacité à se retirer de la lutte incessante. Dans le non-faire, il y a une puissance insoupçonnée, celle de se rendre disponible à ce qui est, sans ajouter de couches superflues. On a parlé plus tôt du vide habillé, ce remplissage compulsif de notre existence par des distractions, des activités vides de sens. Le silence, au contraire, c'est le vide habité. Un espace où le calme n'est pas néant, mais plénitude. Un espace où l'on peut entendre le murmure de son être, un espace où l'on peut reconstruire son centre, pierre après pierre. Ce vide habité est le refuge de l'authenticité. Il est la chambre de Pascal où il faut savoir demeurer, le sanctuaire intérieur où la voix du jeu peut enfin se faire entendre. La société moderne fonctionne souvent sur des mécanismes d'automatisme sociaux. On répète ce qu'on voit faire. On adopte des codes parce qu'ils sont dominants. On porte des masques parce qu'ils sont attendus. Mais ce faisant, on s'aliène. On perd le contact avec notre singularité intérieure. Refuser cet automatisme, c'est dire non aux injonctions non réfléchies. C'est questionner chaque norme, chaque habitude. C'est sortir de la foule pour marcher à son propre rythme. Ce refus n'est pas synonyme d'isolement, mais d'authenticité. C'est un retour à une forme de responsabilité personnelle, d'existence choisie, pas subie. À l'ère du marketing identitaire, les identités deviennent des produits de consommation. On peut choisir une appartenance comme on choisit une marque de vêtements, vite, facilement, sans engagement profond. Les identités prêtes à porter se multiplient. Tendances politiques, styles culturels, tribus urbaines, causes à la mode, cette surconsommation nourrit un paradoxe. Plus on choisit à la carte, moins on se connaît vraiment. Le non-conformisme lucide consiste à refuser ses identités toutes faites, à résister à la tentation de coller à un modèle pour être accepté, aimé, reconnu. C'est un processus de désencombrement. Ôter les vêtements trop grands ou trop petits pour retrouver la peau nue de son être propre. Le philosophe et écrivain Albert Camus, figure majeure de la pensée de l'absurde et de la révolte, nous offre une clé précieuse. Face à l'absurde, Camus propose la révolte. Il ne s'agit pas d'une révolte violente ou désespérée, mais d'une prise de conscience de l'absurdité et d'un refus de la nier. La révolte est un acte de liberté qui consiste à affirmer sa propre valeur et sa propre dignité dans un monde sans sens. Pour Camus, il est essentiel de vivre de manière authentique, c'est-à-dire en accord avec ses propres valeurs, et en acceptant la réalité de l'absurde. Cela implique de refuser les mensonges, les illusions et les faux-semblants qui peuvent nous aider à éviter la confrontation avec l'absurde. Camus refuse les illusions consolatrices, les mensonges sociaux, les faux-semblants. Pour lui, la liberté commence par la lucidité sur soi et sur le monde. Oser ne pas plaire, c'est oser dire la vérité de son être, même si elle dérange, même si elle isole. Oser ne pas plaire, c'est un pari sur la richesse de son intériorité, sur la force de ses convictions,
sur la beauté de son authenticité. C'est accepter la solitude possible, mais refuser la mort intérieure. Dans ce monde qui pousse à se noyer dans la masse, le non-conformisme lucide est une encre, une boussole, une révolte joyeuse. Le philosophe Martin Heidegger éclaire cette vérité en nous rappelant que l'être humain ne se comprend pas hors du temps. Dans Être et Temps, il montre que l'existence authentique se manifeste dans une relation véritable à sa propre temporalité. Vivre authentiquement, c'est habiter son temps, l'assumer, au lieu de se perdre dans la course effrénée du quotidien personnel. C'est apprendre à s'arrêter, à écouter, à se concentrer sur le moment présent. Non pas comme un instant figé, mais comme une ouverture vers la profondeur de l'être. Face à ce monde désincarné, les grandes traditions philosophiques ont souvent prôné une réconciliation avec le corps et l'expérience vécue. Chez les stoïciens, chez Montaigne, chez les penseurs orientaux, on retrouve l'idée que la sagesse passe par l'écoute du corps, pas pour céder à tous ses désirs, mais pour l'habiter pleinement. Et c'est chez Spinoza que cette pensée prend une force extraordinaire. Contre le dualisme de Descartes qui séparait le corps et l'esprit, Spinoza affirme « L'âme et le corps sont une seule et même chose, conçues sous deux attributs. » En d'autres termes, penser et sentir sont deux faces d'une même réalité. Et la connaissance véritable ne vient pas seulement de l'intellect, mais de l'expérience vécue dans la joie d'être. Pour Spinoza, le but de la vie humaine n'est pas la soumission à des normes extérieures, mais la réalisation de sa propre essence. Et cela passe par ce qu'il appelle la joie, l'aïtitia, c'est-à-dire l'augmentation de la puissance d'exister. La joie n'est pas une excitation passagère, ni une distraction. C'est un sentiment profond, d'accord avec soi-même et avec le monde, un ancrage dans l'être. Lorsque tu es pleinement présent dans ton corps, dans tes gestes, dans la réalité qui t'entoure, tu ressens la plénitude d'exister. Tu n'as pas besoin de validation extérieure. Tu n'as plus besoin de paraître. Tu es. À un moment, il ne s'agit plus seulement de survivre dans un monde qui nous disperse. Il s'agit de résister. Mais pas par la violence ni le rejet pur du monde. Il s'agit de résister en restant fidèle à soi, dans le tumulte, dans l'absurde, dans la pression. Et cette fidélité à soi n'est pas une fixité, c'est un engagement vivant, une création constante, parfois douloureuse, souvent solitaire, mais toujours profondément humaine. Prenons un exemple de la fiction contemporaine, Hunger Games. Au cœur de ce monde cynique, déshumanisé, où tout est spectacle et manipulation, Peter Mellark, un simple boulanger, fait un choix fondamental. Ils veulent que nous nous entretuions. Alors je veux leur prouver qu'ils ne possèdent pas mon esprit, que je suis plus qu'une pièce de leur jeu. Peter accepte de jouer, mais refuse de devenir ce qu'on attend de lui. Il lutte pour préserver une partie de lui-même, cette étincelle d'humanité, de douceur, de vérité. Et cette posture est profondément philosophique. C'est celle de tous ceux qui, dans l'histoire de la pensée, ont affirmé « Je vis dans ce monde, mais je ne suis pas entièrement à lui ». Friedrich Nietzsche ne nous invite pas à rester identiques, figés, fidèles à une version passée de nous-mêmes. Il nous dit au contraire « Deviens ce que tu es ». Cette phrase en apparence paradoxale signifie que notre vérité n'est pas donnée d'avance, qu'elle se découvre en avançant, en tombant, en créant. La fidélité à soi est en devenir, une conquête quotidienne. Elle suppose d'affronter les regards extérieurs, les normes, les conformismes, et d'oser sculpter sa propre forme intérieure, comme un artiste de soi-même. Soren Kierkegaard écrit « La foule est le mensonge. Pour lui, la vérité n'est jamais collective, elle est intérieure, intime, subjective. La fidélité à soi consiste à assumer cette singularité irréductible, même si elle nous rend incompris, même si elle nous isole. Être soi pour Kierkegaard, ce n'est pas vivre selon des critères extérieurs de réussite ou d'adaptation. C'est répondre à un appel intérieur, celui d'une vie pleine, authentique, vraie, parfois absurde, mais toujours choisie. Simone Weil donne une définition bouleversante de l'attention. L'attention à son plus haut degré est la prière. Chez elle, l'attention est un acte éthique, spirituel et existentiel. Être attentif, vraiment attentif, c'est refuser d'être distrait de soi. C'est rester présent à ce qui est juste, beau, fragile.
Dans un monde qui exige vitesse, efficacité et distraction permanente, l'attention devient une forme de fidélité intérieure, presque sacrée. Albert Camus, dans L'homme révolté, écrit que la révolte n'est pas un refus aveugle du monde, mais une affirmation de ce qui ne peut être trahi. Je me révolte, donc nous sommes. Se révolter, c'est tracer une ligne. C'est dire « j'irai jusque-là, mais pas plus loin ». C'est maintenir un noyau d'intouchable, de non négociable en soi, comme Pita qui accepte les règles du jeu mais refuse de vendre son humanité. Chez Camus, la révolte devient fidélité à l'homme en l'homme, à la dignité de l'être, même dans l'absurde. C'est une forme de résistance calme, digne, lucide. Parmi toutes les chansons écrites dans un siècle traversé par la guerre, l'exil, l'accélération technologique et l'effondrement des repères, il en est une qui continue de résonner comme une prière tranquille. Across the Universe de John Lennon. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas un slogan, c'est une respiration. Lennon y chante des mots qui coulent comme des pensées au réveil, des images, des sensations, des fragments, mais traversés par une seule conviction. Nothing's gonna change my world. Dans un monde en perpétuelle mutation, cette phrase pourrait paraître naïve, mais ne l'est pas. Elle est un choix philosophique, le choix de rester ancré, d'habiter son monde intérieur, de ne pas laisser la tempête du dehors renverser le centre du dedans. Ce monde que Lennon évoque, ce n'est pas la société, ni la politique, ni les tendances. C'est le monde intérieur. Celui que chacun porte en soi, un monde de vision, de mémoire, de douleur parfois, mais surtout un monde que rien ni personne n'a le droit de coloniser. Ce n'est pas un repli sur soi, c'est une récupération de souveraineté. Et c'est tout le sens de cette vidéo. Ne pas se perdre. Ce n'est pas fuir le monde, c'est refuser qu'il te dérobe ce qui en toi est le plus vivant. Chaque philosophe que nous avons convoqué, Nietzsche, Kierkegaard, Simone Weil, Camus et même Pita Mellark, nous enseignent la même chose. Il est possible de vivre dans un monde déshumanisant sans se déshumaniser soi-même. Il est possible d'être entouré de bruit et d'écouter encore sa propre voix. Il est possible de s'adapter sans se renier. Et si tu veux un repère simple, une encre, un souffle, un mantra presque, tu peux revenir à cette phrase douce et puissante « Nothing's gonna change my world ». Pas par orgueil, pas par fermeture, pas par amour de ce que tu portes, par attention à ta propre lumière, parce qu'il faut quelqu'un qui reste fidèle quand tout vacille.